et je corrigerai les principales erreurs de cette lettre dans sa version écrite. Je te l'enverrai demain. J'y pense, Gabriel. J'allais oublier de te raconter un grand bonheur que j'ai connu ce matin. J'ai reçu un message de Mireille, une amie qui a longtemps participé à mes ateliers d'écriture. Donne-moi des nouvelles, me disait-elle, de tes personnages que tu fais vivre et que tu aimes dans tes livres. Elle voudrait lire mon dernier roman. Tu imagines, Gabriel, combien ce genre de demande me comble d'un hyperbolique ravissement. Croix de bois, croix de fer, je préparerai l'enveloppe ce soir avant de me coucher. Elle partira demain à la première heure. Il est 17h30. Je suis sur place pour mon cours de scénario. J'ai encore une petite heure devant moi. J'adorerais bricoler. Je t'embrasse. Mercredi 29 mars, 18h, Hôtel Novotel du Châtelet. 2 jours sont passés depuis le dernier mail. Bonjour Gabriel. Je parle lentement, j'utilise mon logiciel de la voix. Je suis dans le petit jardin de l'hôtel Novotel près du Châtelet, du Père Tranquille et du Bon Pêcheur. Le Pizza Hut du Square des Innocents est également à 2 pas. J'y rejoindrai bientôt le groupe de l'atelier. Le Forum des Halles, aisément accessible par quiconque dispose d'un moment pour écrire, est devenu mon quartier général préféré. Je prends l'air ici, dans l'hôtel, au calme, entouré d'arbustes aux allures japonisantes. Des hommes et des femmes d'affaires discutent, sérieusement absorbés par leurs importants dossiers. Sais-tu, mon ami, que j'ai acquis une connaissance judicieuse dans Paris de bon nombre d'endroits où il fait bon s'offrir une agréable pause, quelle que soit l'agitation de l'environnement alentour. Ce carré de verdure, soigneusement entretenu par les jardiniers d'un hôtel de luxe, fait partie de mes très précieuses découvertes. Je vais te donner des nouvelles. Je garde une main devant la bouche. Je suppose que mes voisins ne m'entendent pas. Je surveille le serveur du coin de l'œil. Il semble avoir décidé de m'ignorer alors que j'ai vraiment envie, absolument besoin plus précisément d'un bon thé chaud. Je n'ai pas l'air avec mon gros sac et ma trottinette aussi pimpant que mes élégantes et sobres voisines aux tailleurs et escarpins impeccables. Je blague. Je ne crois pas nuire à l'esthétique de l'ensemble. Je suis peut-être légèrement décalée, un peu différente, mais je suis sans aucun doute acceptée. J'ai toujours constaté que l'on est extrêmement bien traité dans les endroits distingués et coûteux également. L'un ne va pas sans l'autre. J'entends tes pensées, Gabriel. Monsieur de la Palisse aurait pu me souffler cette remarque. Je veux dire que j'éprouve parfois dans un premier temps un début d'inquiétude en ce genre de lieu ostensiblement opulent. Je commande un thé ou un café, une dépense dérisoire comparée à celle des clients qui déjeunent, dînent ou occupent des chambres ou des salles de séminaire. Mon apparence est moins classique que celle de ces mêmes clients. Je ne suis dès lors pas loin, spontanément et fugitivement, de craindre au pire une forme de rejet, au mieux une réaction proche d'une méprisante condescendance. Mais je me calme. Une indéfectible amabilité est l'apanage du service prodigué. Un réflexe professionnel, très probablement. Agréable, quoi qu'il en soit, même s'il est, pour l'essentiel, motivé par de stricts intérêts commerciaux. Mon dernier dragon date de lundi soir. Note. Dragon était le logiciel de la voix qui permettait à Nin de garder les traces écrites de ses lettres orales. Elle qualifiait parfois ainsi ses messages vocaux. Reprise. Mon dernier dragon date de lundi soir. Je me souviens avoir vécu la matinée d'hier, mardi, dans la précipitation. J'ai vu Bory au Bon Pêcheur, elle m'a raconté son week-end. J'ai aussi discuté avec Louise de son recueil de textes intitulé Du coq à l'âne.
Elle viendra à l'atelier ce soir. Mon texte n'a progressé que de quelques lignes. Tu auras peut-être le chapitre suivant la semaine prochaine. J'ai besoin de cette création pour rester debout. Je me sens comme un castor qui bâtit son échafaudage pour éviter de m'enfoncer dans la tristesse. C'est l'unique but de mon écriture, même si j'espère toutefois que mes livres ensuite ne tomberont pas pour cause d'ennuis profonds suscités par leur lecture des mains de ceux qui auront justement la gentillesse de me lire. Ce fut donc pour l'essentiel une journée bon pêcheur. À mon retour, un match à la télévision opposait l'Espagne à la France. La débâcle fut à l'ordre du jour. 2 buts pour l'Espagne, aucun de notre côté. J'étais fatiguée, je suis allée au lit, j'ai lu, j'ai écouté Pete. Ses lettres sont quotidiennes, tout comme les miennes, qui commandent ses chapitres. Je me suis ensuite endormie. Je mène une vie de nonne, mon ami, ou de minuscule fourmi, ou de castor, encore une fois, qui construit son barrage. Ce matin, je ne voyais pas Sabine. Elle rencontre à Berlin ses homologues de la poste. J'ai échangé avec Pete et ne suis arrivée au Bon Pêcheur qu'aux environs de 12h15. Avant de partir, j'avais apporté une assiette à Simon. Il quittait la maison après le déjeuner. Je lui ai préparé 2 repas, l'un pour le midi, l'autre pour le soir. À son retour, Roland trouvera également son dîner près du micro-ondes. J'ai rangé la maison, j'ai choisi des mots dans différents romans, la liste est prête pour l'atelier de ce soir. Tels sont les souvenirs de ma matinée, elle est passée comme un train à grande vitesse. N'oublie pas, mon ami, que je suis une championne toute catégorie en matière de lenteur domestique. Arrivée au Bon Pêcheur, j'ai bavardé avec Diane, elle m'a parlé de ses soucis avec son mari et de son mémoire de master. Elle a ensuite écrit une nouvelle qu'elle m'a lue avant de partir. Elle était toute contente d'en avoir rédigé la première version, je la comprends. J'ai bricolé. Après 2 heures de barbotage laborieux, je me suis autorisée à considérer que j'en avais terminé pour la journée. J'ai abandonné le sillon que je m'efforce de tracer chaque jour dans un champ parfois récalcitrant. J'ai déposé la charrue, sachant que je la reprendrai le lendemain. Une fois dehors, j'ai senti avec plaisir l'air frais et la lumière du soleil sur mon visage. Il était trop tard et trop compliqué pour aller faire un tour jusqu'au bois de Vincennes, il me fallait raison garder. Je me suis demandé où je pourrais profiter d'un peu de verdure dans les environs, en plein cœur de Paris. Je me suis alors souvenu de ce mignon jardin japonais, introuvable si on n'en connaît pas l'existence. Et me voici maintenant, le regard tourné vers le ciel, confortablement installé sur les coussins couleur pastel d'un canapé d'osier. Je serai impeccablement ponctuelle tout à l'heure au Pizza Hut. Simon, mon vilain garçon, pourrait, à juste titre, répéter ce qu'il m'a dit il y a quelques années au retour de la montagne. J'avais maintenu là-bas mon rythme quotidien de bricolage dans les cafés de Chamonix. Tu ne vis pas, maman, m'avait-il dit. Tu écris au lieu de vivre. Il aurait raison. Tu vois bien, Gabriel, que je ne peux te raconter que l'état d'avancement de mon fonctionnariat aussi régulier que le pas mesuré d'un semeur sur sa terre. J'en suis là, Gabriel. On ne fait que ce qu'on peut. L'adage est bien connu. Pete reçoit parfois de mes nouvelles. Je lui envoie certaines des lettres qui te sont adressées. J'ai l'habitude de commenter ses textes, nous échangeons fréquemment sur l'écriture, mais je prends rarement le temps de lui raconter mes journées. Alors que je trouve important pour l'amitié qu'il ait quelques échos de ma vie parisienne. Ce matin, par exemple, je lui ai envoyé ma lettre de lundi soir, une partie de mon journal en réalité. Il l'a lue et m'a dit que j'étais une femme heureuse, vivant avec ceux que j'aime et écrivant autant que je le souhaite.
Je lui ai répondu que ce n'était pas faux, mais que privé de ce bricolage, je glisserais à coup sûr sur la pente dangereuse de la tristesse. Et sais-tu, Gabriel, que ses commentaires sont tout autres quand il lit mes livres. Il trouve alors que ma vie est déplorable, faite d'obligations envers Roland et les garçons. Il rêverait de me voir libérée et partir sur un bateau par exemple, où je savourerais enfin, d'après lui, voile au vent et cap au large, la joie d'être au monde. Note, les romans publiés par Nin jusqu'en 2017 soulignaient son amour pour la voile, qu'elle découvrit enfant avec son père et qu'elle continua à pratiquer à Querbillon où la famille allait chaque année en vacances. Reprise. Voile au vent et cap au large, la joie d'être au monde. Alors qu'il me voit en ce moment, satisfaite et épanouie. Alors que je dois me convaincre chaque jour que mes livres présentent quelques atomes d'intérêt. Pete a le sentiment en lisant mes livres que ma vie n'est qu'un arrangement avec Roland et les garçons. Un pis-aller que je supporte d'après lui grâce à l'écriture. Tel est son avis d'homme, formulé du côté des hommes qui sont peut-être plus extravertis, plus personnels, plus égocentriques, plus matériels, ambitieux ou naïfs que ne le sont peut-être également un certain nombre de femmes, ou du moins tel que moi-même je me perçois. Une femme n'a-t-elle pas hérité, en dépit de l'évolution de la société en matière d'égalité des sexes, de certains modèles classiques de mères, de grand-mères et d'autres générations d'aïeules plus lointaines encore? On ne sait pas comment s'inscrit, consciemment ou non, dans notre mémoire ou dans nos gènes, une façon d'être, tournée vers l'intime et la famille, le service, en toute discrétion, une forme d'amour en fait, nécessairement non reconnu socialement, généreux et peu personnel. Pete exprime une opinion d'homme, et d'un homme qui plus est, qui n'a cessé de nourrir des rêves ou des illusions afin de changer de vie pour atteindre le bonheur à chaque fois que celui-ci faisait mine de se dérober. Il ne voit dans mes lettres que la surface des jours. J'explore le salon du livre, je discute avec toi au téléphone, je vois des films, je vais au restaurant avec Roland, je suis libre de bricoler. Il aperçoit l'écume des vagues et il oublie ma fragilité intérieure que je combats en écrivant justement. Il l'aperçoit probablement davantage dans mes livres. J'ai bien conscience de gagner par mon fonctionnariat de chaque jour des contacts magnifiques. Je discute avec Diane, avec toi, avec Pete, avec Louise. Quand j'écris la première version de mes textes, je dépose sur le papier la trace de ma vie. Je progresse, avec étonnement parfois, sur un chemin que je découvre. Vient ensuite le temps du retravail, plus technique et plus ingrat. Et celui du doute également, et qui certains jours gagne en intensité. Ce serait merveilleux si je pouvais intéresser quelques personnes. Je sais que Pete apprécie mes livres, qu'il reçoit une fois qu'ils sont terminés, et toi, Gabriel, tu as la gentillesse de lire mes chapitres au fil de l'eau. Je ne sais pas ce que dira Mireille. Je suis toujours surprise, à la fin d'un chapitre, et au terme d'un livre également, de constater qu'il a peut-être quelques qualités. Sur le moment, ce n'est pas si facile. Pete écrit lui aussi, mais son état d'esprit est différent. Il rêve d'une manne financière, ou bien il tente, par l'écriture, de garder un équilibre dans sa vie actuelle qu'il trouve totalement anormal et qu'il espère transformer. Il vit seul dans une cabane de berger, il n'a ni argent ni métier, il essaie par l'écriture de supporter ses dures conditions matérielles, il ne combat pas un persistant malaise existentiel. Je suis de mon côté entourée d'affection, je connais la sécurité matérielle et pourtant, l'écriture m'est nécessaire, elle m'aide à vivre. Pete l'oublie quand il souligne mon bonheur actuel. Rassure-toi, j'en ai enfin terminé avec cet ennuyeux refrain.
Demain, je serai au Bon Pêcheur à 13 heures. Ce serait superbe si tu pouvais venir. Quant à vendredi, je ne vois pas comment je pourrais y aller. Simon m'a demandé de rester à la maison. Il étudiera l'informatique. Je ne risque pas de refuser. Roland ne cesse depuis des mois de critiquer ma paresse et mon irresponsabilité. Il me dit qu'il aide son fils autant qu'il le peut et il me trouve scandaleusement inactive. Je lui ai déjà dit que j'étais incompétente, mais il n'écoute pas. J'ai pourtant réfléchi à la question. J'ai consulté les manuels de Simon. Sache, mon ami, que nous avons acquis tous les livres sans exception qui existent sur le sujet. Les épreuves présentent des sociétés qui entreprennent un projet de réorganisation informatique. Le candidat rédige les grandes lignes de la restructuration qui lui paraît la mieux adaptée et, figure-toi, que les réponses souhaitées, en dépit de la technicité du sujet, ont, tout compte fait, des caractéristiques pour partie assez littéraires. J'ai étudié les différents chapitres, je les ai résumés sous forme d'une quinzaine de fiches. Simon est d'accord pour les apprendre par cœur. Les sujets proposés aux examens se réduisent à quelques thématiques majeures que l'on peut dénombrer sur les doigts des deux mains, et ainsi, lorsque Simon connaîtra l'ensemble des fiches, il lui suffira pour rédiger sa réponse de choisir les paragraphes qui conviennent et de les placer aux endroits judicieux pour élaborer un plan logique et structuré. Sa dissertation informatique devrait, dans ces conditions, satisfaire aux exigences de l'examen. Simon est d'accord. Nous avions suivi la même démarche pour son épreuve de philo au baccalauréat. Il construisait son devoir comme un puzzle à partir d'éléments théoriques qu'il avait en mémoire. J'ai oublié sa note précise, mais elle était proche de la moyenne. Notre objectif était atteint. Il évitait ainsi d'accumuler de pléthoriques points de retard qu'il aurait dû rattraper dans les autres matières. Vendredi, il apprendra les fiches qui couvrent l'ensemble du programme. Il me les récitera, il s'exercera à rédiger des dissertations types par juxtaposition de briques adaptées. Roland aura droit le soir à un compte-rendu circonstancié qui devrait contribuer à l'apaiser pour un certain temps, du moins, je l'espère. Je vais te laisser, Gabriel. J'attends l'heure de l'atelier. Je bricolerai peut-être encore un peu, ou bien je corrigerai le roman de Pitt. Je suis loin d'en avoir terminé. À bientôt, mon ami. Vendredi 31 mars, 10h30, à la maison. Une journée est passée depuis le dernier mail. Quelques mots, mon ami, sur ces dernières heures. Tu es incroyablement active. Tes lettres, factuelles, sont d'une impressionnante brièveté. De mon côté, j'ai l'impression de m'étendre en de vagues et d'informes considérations intérieures. Nous partageons depuis plus d'un an maintenant des échanges quotidiens et notre façon de nous exprimer est désormais bien établie. Chacune dans notre style. Le tien, extérieur, informatif et succinct, et le mien, fait de surabondants commentaires sur du presque rien. Ma dernière lettre date d'avant-hier, en fin d'après-midi. J'étais dans l'agréable jardin japonais du Novotel, près du Châtelet. J'ai ensuite rejoint l'atelier. J'ai déjà en partie oublié cette soirée, tant ma vie court, me semble-t-il, comme si elle m'échappait, tel un cheval qui traverserait au grand galop une vaste plage à marée basse. Mais je vais rassembler, malgré tout, quelques bribes de souvenirs. J'essaierai de te les raconter du mieux que je pourrai. Quentin Val, tout d'abord. Ton ami et cousin éloigné était présent. Note. Quentin Val, qui avait connu l'atelier de Nîmes par l'intermédiaire de Gabriel, le fréquentait épisodiquement. Il était accompagné par un médecin, nommé Youssef, addictologue, qui arrivait du Cameroun. Youssef était prolixe, il parlait de l'Afrique, et voudrait écrire un livre sur sa vision du monde étayée par sa pratique de thérapeute. Quand un nouveau participant nous rejoint, je discute d'abord avec lui en tête-à-tête. Je lui explique l'organisation de la séance,
J'ai trouvé sa conversation passionnante. Il a ensuite écrit avec le groupe et ne voilà-t-il pas que j'ai eu droit ce matin à un déplaisant coup de griffe d'Aline Mousse. Rappel, Aline Mousse participait depuis 10 ans aux ateliers de Nîmes. Celle-ci exprimait plus haut dans le mail du 14 février qu'elle était impressionnée par Aline Mousse. Reprise. J'ai eu droit ce matin à un déplaisant coup de griffe d'Aline Mousse. Elle écrit des textes terriblement noirs et j'ai le sentiment qu'elle ne peut s'empêcher de blesser quiconque croise d'un peu trop près le chemin qu'elle trace, comme chacun, sur cette terre. Et sous prétexte que je suis à l'origine de nos réunions, je me retrouve être la cible régulière de son agressivité sous-jacente, toujours en éveil, me semble-t-il. Elle m'a envoyé un mail ce matin. Elle s'excusait de son absence d'hier au Bon Pêcheur. J'avais en effet proposé une séance supplémentaire pour ceux qui souhaitaient écrire. Elle en a profité pour me glisser, en aparté, l'air de rien, qu'elle avait trouvé le nouveau, mercredi soir, un peu bizarre. Cette considération ne m'avait absolument pas traversé l'esprit. Ne sommes-nous pas tous, au fond, plus ou moins bizarres? Mais elle m'a blessée. Et je me suis laissé embarquer, illico presto et avec armes et bagages, sur le navire de l'autodénigrement. Ma façon d'animer l'atelier n'était-elle pas trop laxiste? Étais-je assez active et vigilante? Aline n'avait visiblement pas apprécié la séance. D'autres avaient-ils éprouvé le même sentiment? Avais-je tort d'ouvrir nos réunions aussi librement aux nouveaux venus? Ne faudrait-il pas imaginer une forme de sélection, en demandant par exemple une contribution financière pour que la preuve soit faite d'un désir un peu affirmé de participer dans la durée à nos rencontres? Et comment devrais-je accueillir des personnes qui sembleraient éventuellement par trop atypiques ou originales? Aline ne soupçonne sans doute pas ma fragilité relative à mon rôle théoriquement moteur au sein du groupe. Il lui suffit de m'adresser un semblant de critique pour que ma confiance disparaisse, comme l'ombre dessinée par un arbre sur le sol s'efface au passage des nuages. Elle ajuste ses coups, en toute inconscience, je suppose. Elle m'avait déjà blessé le 14 février dernier. J'avais 1 heure de retard à mon arrivée au Café Racine où Camille présentait ses récentes parutions. Je n'avais pas réalisé que je devais lire le premier texte. J'étais en conséquence assurément attendue en début de soirée. Les personnes présentes avaient fait preuve d'une généreuse courtoisie. J'étais confuse en arrivant et avait brièvement évoqué un mystérieux impondérable de dernière minute que je n'avais évidemment pas développé. Ce n'était ni le lieu ni le moment d'épiloguer. La soirée suivait son cours. L'impondérable n'avait en réalité été qu'une stupide erreur de ma part. J'avais mal lu ma montre. J'avais cru qu'il était 1 heure plus tôt. Camille était demeurée amicale, mais Aline m'avait vertement affirmé en fin de soirée que mon retard était, selon elle, absolument inadmissible. Je m'étais effondrée intérieurement. Je n'étais plus qu'une fillette, prise en flagrant délit de faute grave. En septembre dernier, elle ne m'avait pas davantage épargnée. Nous reprenions l'atelier, après les vacances d'été, et elle m'avait fait connaître en aparté son sentiment, une fois la séance terminée. Les nouveaux venus sont trop nombreux, m'avait-elle dit. Ça ne me va pas du tout. J'avais dès lors immédiatement interprété. L'atelier avait été raté. Je manquais de lucidité, puisque j'avais trouvé, avant de connaître son avis, que la réunion s'était au contraire tout à fait bien passée. Je ne jouais pas correctement le rôle que je m'étais octroyé toute seule d'agent catalyseur incitant chacun à écrire. Aline est censée lire de temps à autre certains de mes livres. Tu sais qu'il est d'usage entre nous
de nous intéresser aux écrits du groupe. De mon côté, je commente chaque semaine pendant l'atelier les textes inspirés par les propositions du jour. Je souligne alors immanquablement l'évident talent littéraire d'Aline, qui suscite par ailleurs tout aussi régulièrement l'admiration unanime des auditeurs, qu'ils soient fidèles ou occasionnels. Pour ma part, je ne lis pas mon bricolage du moment en fin de séance, mais je présente mon dernier roman en mars, à la date du Salon du Livre. J'ai l'habitude de l'offrir à Aline, nous nous connaissons depuis 10 ans, et il n'a jamais été question d'argent entre nous. Et quel est donc, selon toi, son avis, que je ne parviens à obtenir que lorsque je cède à la naïveté de le lui demander? Les questions m'échappent un jour ou l'autre au détour d'un bonjour, d'un bonsoir ou d'un comment vas-tu? Et je lui demande si elle aurait par hasard eu le temps de commencer mon livre et si elle aurait par hasard également quelque chose à m'en dire. Ah oui, ton livre, me répond-elle en substance. Il est bien écrit, mais il ne s'y passe rien. Et je n'y crois pas, à cette mère qui passe sa vie à protéger tout le monde. Et cette famille, je ne la comprends pas davantage, avec son mode de fonctionnement. Bizarre, je trouve. Ok, Gabriel, elle n'apprécie pas le contenu de mes écrits. Je dépeins la mère que je suis et Aline a le droit de concevoir la vie d'une autre façon. Je ne suis pas peinée, mais elle m'attriste, en revanche. Si j'ai le malheur, naïvement, une fois de plus, la candeur serait-elle l'un de mes irrémédiables défauts? De lui poser des questions sur certains passages du livre. Je réalise alors qu'en fait, elle ne l'a pas lu. Elle ignore, par exemple, des chapitres entiers de Été 2015, Vacances bretonnes, le dernier livre qu'elle a eu entre les mains. Ceci dit, Gabrielle, elle n'est pas tendre avec les autres. Elle a lu Collines abritées, le magnifique récit de Djamila, l'épouse tchèque décédée de Claude Mélec. Je l'ai interrogée sur le sujet. Je dois certes lui accorder, Gabrielle, qu'elle fait généralement preuve d'une sobre discrétion verbale et ne délivre le plus souvent ses percutants commentaires que lorsqu'elle est sollicitée. Il y a trop d'adjectifs, furent en l'occurrence ses laconiques propos en réponse à ma curiosité. Je me suis interrogée, Gabriel. Le grand Céline lui-même, trouverait-il grâce à ses yeux? N'aurait-il pas le tort de saturer sa prose par trop d'incises et d'incidentes, par de pléthoriques digressions et réflexions, d'idées, de phrases et de mots, et par des adjectifs aussi tout à fait superflus, précisément comme dans Collines abritées? Eh bien non, Gabrielle, je te rassure, elle le respecterait. Je ne l'ai en effet jamais entendu exprimer ne serait-ce qu'un début de réserve sur un auteur, aussi inconnu fût-il, dès lors qu'il fait partie des heureux élus d'une grande maison d'édition. Tu devrais t'interroger, lui ai-je un jour fait remarquer. Crois-tu lire de la même façon un écrivain accueilli par un éminent éditeur réputé littéraire et un obscur auteur publié sur Internet? Mais c'est une évidence, m'avait-elle répondu. Le niveau n'est pas comparable. Entre des gentils écrits, comme les nôtres, qui nous font plaisir, et les publications des quelques maisons littéraires reconnues comme telles. Elle est une grande lectrice, ce qui lui permet, objectivement, de cultiver une louable compétence relative à l'art du roman, ce qui l'incite également à l'occasion à s'exprimer sur mes livres, non plus seulement sur leur contenu, à ses yeux dépourvu d'intrigue et de vérité psychologique, mais également sur leur forme. C'est dommage, m'a-t-elle dit un jour, spontanément qui plus est, de n'entendre que la voix de Nin dans tes livres. C'est étouffant pour le lecteur. Regarde Virginia Woolf dans La promenade au phare, avec ses multiples monologues intérieurs de différents personnages.
Tu pourrais t'en inspirer. Elle n'a évidemment pas tort, et mes doutes ne manquent dès lors pas de croître et d'embellir. Aline est intelligente. Je crois qu'elle souffre au fond d'elle-même. Je sais que j'ai la critique facile, et sévère également, m'a-t-elle confié un soir. Nous attendions le RER après l'un de nos ateliers sur un quai bondé, au dernier sous-sol du Forum des Halles. Camille était également présente, avant-hier, à l'atelier, ainsi que Thierry Duny. Rappel, Thierry Duny participait depuis 2015 aux ateliers de Nîmes. Celle-ci mentionnait à son sujet, dans le mail du 1er mars, Thierry Duny, qui s'exprime bien, qui écrit facilement, qui en est conscient, et envers qui je ne me sens pas de franches affinités. Reprise, ainsi que Thierry Duny et d'autres encore. Je n'ai pas vu François Clido, rappel. François Clido participait depuis 2013 aux ateliers de Nîmes. Celle-ci mentionnait dans le mail du 1er mars. François Clido n'a pas Internet. Je lui avais rendu service en créant son dernier recueil de poèmes sur Bookedit. Reprise. Je n'ai pas vu François Clido, qui n'est pas doué en informatique, qui ne reçoit pas de mail et n'accède que difficilement à ses SMS. Il avait oublié que notre rendez-vous avait exceptionnellement lieu un mercredi. Je t'ai dit l'essentiel. J'avais trouvé que l'atelier s'était bien passé avant de connaître l'opinion d'Aline. Elle aurait aimé nous rejoindre au salon du livre, m'a-t-elle dit, mais elle souffrait d'une intoxication alimentaire. Que te dire d'autre, Gabriel? Que je suis angoissée et triste à la fois. Ces deux sentiments, difficiles à distinguer, me poussent à vivre des journées proches de la suractivité. J'accepte les rencontres qui me sont proposées, par Diane notamment, qui a du temps en ce moment. Elle termine sa 2e année de master. Le résultat des courses concernant ma journée d'hier n'a pas été surprenant. L'angoisse et la tristesse menaçaient, mais je sentais aussi l'énergie en moi qui m'incitait à agir. Je me suis donc retrouvée à 14 heures au Bon Pêcheur, non sans avoir été amplement occupée avant de partir par mes habituels échanges épistolaires. Je les ai en partie oubliés. Je me souviens avoir lu et commenté un long chapitre de Pete. J'ai écouté sa réponse orale hier soir à mon retour. J'ai également reçu une lettre vocale de Rosalie, rappel, voir, dans partie 1 Tempête en montagne, dans le chapitre intitulé Douceur. Rosalie était une amie de jeunesse de Nîmes, mariée, enseignante dans le Val-de-Loire et mère de 2 enfants. L'amitié des 2 femmes s'était renforcée quand Rosalie avait traversé l'épreuve d'un épuisant cancer. Reprise. J'ai également reçu une lettre vocale de Rosalie, je l'appellerai tout à l'heure. J'avais aussi préparé dans la matinée les repas de Roland et Simon. Je ne pensais pas revenir à la maison. Diane était seule au Bon Pêcheur. J'avais convié d'autres personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre, dont Simone, qui m'a en conséquence adressé son sympathique message mentionnant son absence. Diane m'a relu sa dernière nouvelle. Elle m'a encore parlé de sa vie personnelle, dure et agitée. Rappel, Diane vivait un divorce et une reconversion professionnelle. Reprise, je la trouve touchante dans son combat pour gagner à toute force une vie plus heureuse. Je suis ensuite restée seule pendant 2 heures. Tu auras bientôt le chapitre suivant. J'ai la chance, alors que je barbote dans cette flaque bourbeuse de tristesse angoissée, de bâtir encore et toujours mon ouvrage de castor. Je me suis ensuite sentie fatiguée. Je suis rentrée à la maison, je n'avais rien à y faire. J'avais déjà rangé et les repas étaient prêts. J'ai relu mon chapitre en cours, j'ai somnolé. Roland est rentré. Nous avons échangé de gentils comment vas-tu et passe une bonne soirée avant que je ne reparte pour arriver à 20 heures au Café Racine. Rappel, il est mentionné plus haut, voir partie 1, Tempête en montagne, chapitre l'une des entrées royales de la ville, que Nine assistait à un café mensuel de lecture poétique organisé par Olivier Cyprès. Reprise. La salle était comble. Camille, rappel, Camille participe aux ateliers hebdomadaires ainsi qu'aux rencontres complémentaires organisées par Nine. Elle présentait ses dernières parutions au Café Racine le 14 février dernier. La salle était comble.
Camille, François Clido, notre poète peu versé en informatique, et Claude Mélec, dont l'épouse était tchèque, était là. Louise, rappel, Louise, âgée de plus de 90 ans, au caractère toujours égal et bienveillant, vit dans un foyer pour personnes âgées à faible revenu. Louise était absente. Elle m'avait envoyé un mot pour m'en informer. J'étais heureuse de voir autant de personnes aimant la poésie et en écrivant pour la plupart, qui avaient fait l'effort de venir passer la soirée ensemble. Elle tente d'exister en tant qu'être humain capable de créer ou d'être ému par la création des autres. Dans ce but, certaines rencontrent Olivier Cyprès, une fois par mois dans ce café de la place de l'Odéon. D'autres participent à mon atelier hebdomadaire. D'autres encore me rejoignent presque chaque jour pour entretenir leur désir d'écrire. Je me sens comme eux. La soirée a été riche. Je ne lis plus mes textes, que je trouve trop décalés par rapport à l'univers des poètes réunis autour d'Olivier. J'ai lu un poème d'Anita Foulima, une femme d'origine dominicaine, souriante et chaleureuse. Elle partage l'animation de la soirée avec le couple formé par Olivier Cyprès et sa compagne. J'ai également lu des haïkus de Nino, rappel. Nino Armando participait depuis 2013 aux ateliers de Nîmes, ainsi qu'à ses réunions complémentaires d'écriture. Reprise. J'ai également lu des haïkus de Nino, il était présent, j'en étais contente. J'ai pu discuter avec Claude Mélec, dont la femme tchèque est décédée, avec François Clido, notre poète peu informatisé, qui m'a montré des photos de ses derniers tableaux. Il peint autant qu'il écrit. J'aime utiliser ces peintures comme première de couverture quand des auteurs me demandent de les aider à publier techniquement leurs livres sur Bookedit. L'image des livres que je contribue d'une certaine façon à faire paraître gagne ainsi en cohérence. J'ai compris à ce moment-là, en bavardant avec François Clido, qu'il avait manqué le dernier atelier à cause du changement de date. Je penserai la prochaine fois à lui envoyer un SMS, à lui particulièrement, en plus des mails que j'adresse par ailleurs au groupe. Il essaiera, m'a-t-il dit, de consulter son téléphone. Nino et moi avons bavardé dans la douceur, comme à notre habitude. Mes relations avec Pete sont denses et profondes. Il a une personnalité attachante, séductrice et originale. Il écrit avec facilité des textes amples et vivants. Mais je m'interroge sur l'avenir de nos échanges. Je doute qu'ils contribuent à l'équilibre de nos vies. Leur place devient prépondérante, bien qu'ils soient limités en toute théorie à nos écrits respectifs. Je suis cependant consciente, comme lui, je le suppose, qu'un sous-texte existe, latent, qui accompagne notre correspondance quotidienne. Je ferai preuve de prudence. Pete m'envoie ses chapitres. Je lui adresse mes commentaires par retour de mail. L'objet explicite de nos échanges est celui-ci. Mais un autre lien se tisse, fait d'amitié et d'humanité, qui pourrait créer de la gêne, être nocif, destructeur même. Je vais ralentir le jeu. Je n'ai pas reçu de chapitre ce matin, je n'en réclamerai pas. Pete est un authentique cœur d'artichaut. Il tombe facilement amoureux des femmes qui croisent sa route. Je le connais bien, après avoir lu le millier de pages qu'il a auto-édité depuis qu'il veut devenir écrivain. Il tombe amoureux sans nécessairement exprimer son sentiment. Il est un efficace coureur de jupons et fait parfaitement la distinction entre deux situations, l'une qui consiste à être amoureux d'une femme, éventuellement différente de lui et difficilement accessible, et l'autre, où il saisit au vol son propre plaisir partagé avec un autre genre de femme apparemment plus abordable.
L'apogée du bonheur est atteint quand il lui est donné de vivre les deux formes de l'amour avec la même femme. J'imagine qu'il a déjà connu ce bonheur idéal. Je ne suis pas encore arrivé dans ma lecture aux années de vie commune avec son épouse. Il savourait alors très probablement les deux joies réunies. Il a eu 8 enfants à cette époque, où ils s'étaient tous deux installés en Afrique. Il y pratiquait la médecine. Imagines-tu son tempérament, enthousiaste et confiant, et quand il a la chance de connaître une période faste de son existence, porté par un état amoureux qui transfigure sa vie. De plus, Pete affronte en ce moment de dures conditions de vie. La cabane qu'il occupe dispose certes de l'électricité pour la lumière, son ordinateur et la télévision, mais ce revenu ne dépasse pas 400 € par mois, et il accueille souvent sa fille de 12 ans. Elle vit dans un pensionnat voisin, elle le rejoint le week-end et en semaine également, parfois plusieurs soirs de suite quand elle se sent trop seule, ou quand les professeurs la trouvent trop dissipée. Et je me laisse parfois aller, le sachant seul la plupart du temps, à éprouver des sentiments presque maternels pour lui. Je m'inquiète, je me demande s'il va bien. C'est ainsi, Gabriel, que des liens denses et serrés se tissent, peu à peu, chaque jour. Il écrit en ce moment le récit de sa 3e année de médecine. Il était à l'époque amoureux d'une jeune fille, qui était en 2e année, major de sa promotion et appartenait à la upper class marseillaise. Elle était belle et intelligente, elle possédait en d'autres termes toutes les qualités imaginables. Pete était amoureux et ne disait rien. Je ne pensais pas te détailler toutes ces interrogations, mais le fait de te les dévoiler a tendance à les aplanir, me semble-t-il, à les clarifier et les dédramatiser. Je vais te caricaturer un peu l'affaire pour la simplifier. J'ai presque l'impression que nous en sommes, ces derniers temps, au point où il n'est pas loin, pour me séduire, d'agir comme Scheherazade lorsqu'elle devait charmer son maître et sultan pour ne pas mourir au petit matin. J'ai le sentiment qu'il m'écrit autant, un chapitre chaque jour, afin que notre relation dure et soit amplement nourrie par le flot ininterrompu de ses pages. Je ne suis évidemment sûre de rien. Il aime écrire aussi, tout simplement. Mais je serai désormais plus posée et plus vigilante. Je n'ai pas une nouvelle aujourd'hui, je n'en demanderai pas. La situation n'est pas simple. Elle doit participer à ma tristesse et surtout à mon désir de ne pas agir en dépit du bon sens. Je ne veux pas blesser Roland, il serait peiné si je lui racontais mes pensées du moment. Et pour ma part, je trouve pénible de lui taire les interrogations qui m'habitent, aussi floues et inconsistantes soient-elles. Je ne doute pas que ton sens aigu de la synthèse me résumera en 2 temps 3 mouvements cet obscur embrouillamini. Tu feras bien, mon ami, ce ne sera pas inutile. J'ai eu un mail de Marie Talon hier, rappel. Dans le mail du vendredi 17 mars, Nine mentionnait, concernant l'atelier de la veille, une nouvelle prénommée Marie était avec nous. Elle est jeune par rapport au groupe, elle a environ 40 ans, elle est jolie et sympathique. Reprise, j'ai eu un mail de Marie Talon hier et ensuite une brève conversation téléphonique avec elle. Elle est vive et intéressante. Elle viendra à l'atelier dans 15 jours. Je fais la pause pendant les vacances scolaires. J'ai choisi une peinture de François Clido pour la couverture du prochain Textes en couleur. J'attends son accord avant de commander la 20aine d'exemplaires destinés aux lecteurs du recueil. Je ne courrai pas au bon pêcheur aujourd'hui. Simon m'a demandé de l'aider en informatique. Je le ferai réciter. Je suis presque contente de me consacrer à ce pince-homme, point très palpitant. Il me calmera. J'apprécie d'être un peu utile. Simon dort encore. C'est terrible, Gabriel.
J'ai réellement le sentiment de laisser tomber ma famille. Cette semaine, je n'ai pas vu Roland. Lundi soir, j'étais au cours de scénario. Je ne l'ai pas vu davantage mardi soir. Il regardait un match à la télévision avec Simon. Mercredi était le soir de l'atelier. Et jeudi, celui des chemins détournés. Note, les chemins détournés étaient la soirée poétique organisée chaque dernier jeudi du mois par Olivier Cyprès, sa compagne et Anita Foulima. Reprise. La soirée d'aujourd'hui sera plus normale, puis les vacances scolaires commenceront, qui seront moins agitées. Je sais que je suis vite angoissée en ce moment par mes relations avec Pete et aussi par mes absences répétées le soir à la maison. J'ai l'impression de devoir chaque jour rétablir l'équilibre naturellement instable de ma vie. Je suis désolée de te submerger par d'aussi prolixes confidences. Je n'oublie pas d'appeler régulièrement maman. Cette habitude m'apaise. Ma vie n'est ainsi pas exclusivement balayée par d'imprévisibles et inconfortables coups de vent. Je te le confirme, Gabriel. Je crains de manquer de sagesse envers Roland et les garçons. Je leur donne si peu de temps. Je ne devrais pourtant pas me sentir coupable. Les garçons n'ont plus besoin de ma présence et Roland n'est pas exigeant. Je suppose qu'il ne travaillera plus d'ici une petite année. Je vivrai alors autrement, mais en ce moment, mes journées sont entièrement libres. Il accepte aisément mes sorties le soir, quand il est à la maison. Il sait que j'ai un rendez-vous hebdomadaire pour l'atelier, un autre mensuel pour les noctusiennes. Note. Les noctusiennes étaient les soirées de lecture, organisées par Nîmes, place de l'Odéon, le deuxième vendredi de chaque mois. Et un autre encore mensuel également pour les chemins détournés. Lui-même a ajouté la soirée du lundi avec les cours de scénario. Pour le reste, ma liberté est entière. Et nous vivons, Pete et moi, un intense échange épistolaire, problématique, parce que Pete est un homme, et que je suis limitée dans mes récits à Roland. J'ai la chance d'avoir un mari ouvert et tolérant, qui supporte mes écrits le concernant alors qu'il ne les approuve pas nécessairement. Sa capacité de compréhension n'est cependant pas infinie. Il n'appréciait pas, il y a quelques années, que j'aille voir Grégoire. Note, Grégoire Meunier et Nine étaient restés amis intimes depuis leurs études à HEC. Reprise, que j'aille voir Grégoire dans son bureau. Je ne le lui disais pas. Le taire me déplaisait. Mais mon choix était étroit. Soit je le lui cachais, soit je ne voyais plus Grégoire. Parce qu'il était un homme. Il est pourtant homosexuel. Que dirais-tu, m'avait-il demandé, si de mon côté, j'allais voir une amie? Sa souplesse d'esprit n'est pas démesurée. Mais je déteste l'opacité entre nous. D'ici un an, il sera davantage à la maison. Je n'aurai plus autant de temps dans la journée pour entretenir des échanges épistolaires aussi développés. Mais je devrais, en fait, éviter de tirer des plans sur la comète pou, pou, ou de construire des châteaux en Espagne concernant mes relations avec Pete. Tu joues le rôle du miroir, Gabriel. Je t'écris mon journal, en fait, et je te dis tout. En résumé, mon ami, je me sens coupable envers Roland, qui m'accorde tant de liberté et de confiance. Mais non pas envers Simon, puisque je suis présente lorsqu'il me demande de l'être, puisque je le nourris, même s'il trouve que mes repas sont loin d'être succulents, et de plus, me dit-il toujours les mêmes. Mais sur ce point, les choses étant ce qu'elles sont, je ne pense pas réussir à jamais m'améliorer en ce domaine. Je donne la priorité à la conversation dès lors qu'elle fait mine de bien vouloir apparaître à l'horizon de notre vie quotidienne. Marc est quant à lui tout à fait charmant. Il est allé à la campagne ce week-end, j'aime quand il en profite. Ses relations avec Delphine semblent solides, son travail paraît lui convenir. Nous voyons Manou ce week-end pour l'anniversaire de Roland. Nous allons au restaurant. Nous pensions que ni Marc ni Delphine ne viendraient. Nous supposions qu'ils allaient en Normandie. De plus, nous les voyons le week-end de Pâques. Note. Le dimanche de Pâques aurait lieu le 16 avril. Reprise. De plus, nous les voyons le week-end de Pâques, ils viendront déjeuner à la maison, mais ils ont reporté leur séjour en Normandie pour participer au repas d'anniversaire du père.
Je me permets cette schématique approximation en incluant joyeusement Delphine dans la relation de filiation. Que veux-tu? Je fonds de tendresse quand je vois les signes d'affection de mon garçon. Je me souviens combien me pesaient au début de ma vie conjugale les repas familiaux avec ma belle famille. Je la trouvais exigeante, bien plus que la mienne. À bientôt, mon ami.